Pour l'instant, c'est le docteur François Marquis, interniste et chef de l'unité des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui lui aussi nous fait l'honneur de sa présence. Merci d'être avec nous. Je sais que votre temps est très précieux et on va avoir un bon 10-12 minutes avec vous au top de l'heure. Donc, 7h, 8h, 9h. On prend vos questions sur la page Facebook de TVA Nouvelles. Et j'ai déjà comme 200 questions, docteur Marquis. On y va. On va regarder ça ensemble. Premièrement, les femmes enceintes. Quel est le mot d'ordre là, en ce moment pour cette clientèle-là? Bon, les femmes enceintes, c'est particulier. Les femmes enceintes, par rapport au virus respiratoire, on sait que la femme enceinte et l'influenza, c'est vraiment pas un bon mélange. OK? Les femmes enceintes le savent pas, là, mais la maladie qu'ils veulent pas attraper, c'est l'influenza. Maintenant, pour le COVID, on n'a pas énormément de recul parce que des cas, il n'y en avait pas tant que ça qu'il y avait des femmes enceintes dedans. On sait que le COVID amène ce qu'on appelle une hypoxie. Le taux d'oxygène diminue dans le sang et l'enfant, lui, attrape son oxygène du sang de la mère. C'est que moins d'air dans le sang de la maman veut dire moins d'air pour le bébé. Okay. Maintenant, dépendant du moment dans la grossesse, ça peut avoir des impacts différents. Les femmes enceintes sont à risque d'avoir des conséquences plus importantes, leur bébé aussi. Mais dans quelle mesure est-ce que c'est une grosse catastrophe ou pas si pire? On ne le sait pas encore parce que, tant mieux, là, mais il n'y a pas beaucoup de femmes enceintes qui ont attrapé le COVID-19. Fait que c'est difficile de dire. C'est très difficile à dire, mais je pense que les femmes enceintes devraient faire particulièrement attention, ne serait-ce qu'un peu par excès de prudence. Oui, rester à la maison le plus. Exact. Éviter tout déplacement non essentiel. C'est ça. Hein? La même chose que tout le monde, Ouais. mais avec un petit peu plus peut-être là, de diligence. Les personnes diabétiques, docteur Oui. Marquis, quel est le mot d'ordre? Les diabétiques, il y a une certaine petite immunosuppression reliée au diabète. Pour les deux, un et deux? Oui, bien, le diabète de type 1, le diabète type 2 étant deux maladies complètement différentes. OK. Diabète de type 1, honnêtement, ça ne devrait pas faire une grosse différence. La seule chose, les diabétiques de type 1 sont absolument dépendants habituellement de leur insuline. Hein, c'est par définition de la maladie. Donc, eux autres, c'est plus, s'ils s'isolent, c'est la prise des repas de s'assurer qu'ils vont manger normalement, mais il n'y aura pas un gros impact. OK. Les diabétiques de type 2, c'est que souvent, c'est une maladie plus tard chez l'adulte plus âgé. Ça vient souvent avec des comorbidités, des problèmes cardiaques, des problèmes rénaux. Il y en a plusieurs qui peuvent être en dialyse. C'est plus eux autres qui sont fragiles des autres conditions. C'est pas tant le diabète qui va leur causer un problème que pourquoi ils sont devenus diabétiques ou les impacts du diabète à long terme sur leur corps. Qu'est-ce que le diabète a brisé comme organe? Notamment les reins, le cœur. Et ça peut avoir plus un impact que le diabète comme tel. Quelqu'un qui viendrait de se faire diagnostiquer un diabète de type 2 il y a 2 semaines, là, il ne doit pas se dire qu'il est probablement pas bien plus à risque que quelqu'un d'autre. Ah, c'est intéressant, ça. C'est quand même rassurant. Bon, revenons sur ce qui est annoncé par le gouvernement. Urgence sanitaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans les hôpitaux, par exemple? Ou qu'est-ce que ça change? Les hôpitaux, c'est une grosse machine, les CIUS, les choses comme ça, et il y a beaucoup de procédures. L'urgence sanitaire, ça nous permet, c'est pas un party, là, mais ça va permettre de faire abstraction de certaines procédures comme des appels d'offres. C'est qu'habituellement, là, si je veux faire l'acquisition d'un équipement, il y a tout un processus. Ça peut prendre presque 1 an à avoir un nouvel équipement dans un hôpital, ce qui est correct parce qu'on ne veut pas non plus que les citoyens payeurs aient à débourser pour n'importe quoi. Mais là, il va y avoir un accès plus rapide, une plus grande liberté de commande. Puis je pense que ça va être balisé, ça va rester balisé. Mais si c'est des appareils qu'on a vraiment besoin pour traiter des patients avec le COVID, par exemple, on peut penser à des respirateurs ou des choses comme ça, ça va aller plus vite, on va pouvoir acheter plus vite du matériel. Il ne faut pas oublier que tout ce matériel-là, on le connaît déjà, on sait ce qu'on a de besoin. C'est pas comme si on va ouvrir un catalogue et on va dire « Ah, je pense que j'ai besoin de ça, de ça, de ça ». Non, nous, on sait ce qu'on a de besoin, c'est juste la procédurite va être abrogée pour un certain temps. Les respirateurs, je voyais justement au Royaume-Uni, c'est un enjeu en ce moment. On pense être en pénurie de respirateurs. Est-ce que chez nous, c'est un enjeu? Non, vraiment pas pour l'instant. OK. On a beaucoup de respirateurs. On avait eu, à cause du SRAS, une prévention. On avait acheté du matériel et les respirateurs, ça se voyage assez vite. C'est un petit équipement quand même. C'est assez dispendieux, mais c'est un petit équipement. Si une région est plus touchée qu'une autre, rétablir le parc de ventilateurs, ramener ça vers la zone plus touchée, c'est facile pour nous autres. En fait, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de trouver le personnel qualifié pour faire fonctionner le dit respirateur qui ne fonctionne pas tout seul. Mais manquer d'équipement, là, on n'est pas là.
Ah, ça aussi, ça nous rassure ce matin. Bon, au quotidien à la maison, là, il y avait toutes sortes d'informations. Ne pas prendre d'anti-inflammatoires. Est-ce qu'on est mieux avec l'Advil ou le Tylenol? Quel est l'avis du médecin? Premièrement, est-ce qu'il y a quelque chose à faire à la maison pour réduire les symptômes en cas de symptômes? Pour l'instant, là, on utilise vraiment... La question entre l'acétaminophène et l'ibuprofène, c'est que l'acétaminophène, le Tylenol, oui, pour la fièvre, les petites douleurs musculaires, ça va très bien fonctionner. On s'assure d'en avoir à la maison en ce moment? Oui, ça, c'est une bonne chose. C'est quelque chose qu'on devrait tout le temps un peu avoir, là, parce que ça fonctionne bien pour enlever les symptômes. Ça ne va pas diminuer la contagion, ça ne va pas nous protéger, ça fait juste faire qu'on se sent un peu mieux. L'ibuprofène, c'est juste que parce que certaines personnes peuvent se déshydrater, puis ça peut avoir un impact sur les reins. L'ibuprofène aussi mélangé avec certains médicaments pour la pression peuvent avoir un impact sur les reins. C'est un médicament qui est très bon, juste un petit peu plus délicat à utiliser aussi chez les enfants. C'est que je pense que la première ligne, ça reste notre Tylenol, notre acétaminophène. Puis après ça, on peut quand même contacter des gens, des lignes Info Santé, des choses comme ça, si on a une question précise. Puis nous, les médecins, c'est certain qu'on s'attend à se faire appeler un peu plus. Oui, il va y avoir des structures là, pour répondre plus au téléphone plutôt que ces gens-là aient besoin de se déplacer. Bien, c'est ça, là, on revient. J'ai plusieurs questions là-dessus. Des gens qui me disent, j'ai un rendez-vous pour le nettoyage chez le dentiste, par exemple, la semaine prochaine. On oublie ça. Oublie ça. On ne va pas pour rien c'est ça. dans le réseau. Toutes les choses qui sont de l'entretien, qui pourraient être faites dans un mois sans impact, OK? On pèle ça par en avant. Et c'est pas tant que le dentiste est plus dangereux que quelqu'un d'autre, c'est la salle d'attente. C'est le fait qu'il faut se rendre chez le dentiste. C'est que c'est toutes ces choses-là, c'est ces déplacements-là qu'on essaie d'éliminer, surtout si on fait partie des personnes à risque. Ouais. La procédure chez le dentiste n'est pas plus dangereuse, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est toute l'organisation autour qui est problématique. Ouais, on va peut-être voir prendre un transport en commun pour y C'est aller, voir la réceptionniste, Exactement. remplir le papier. C'est ça. Puis on manipule le crayon, C'est puis ça. la salle d'attente, surtout une salle d'attente type dentiste, il y a des enfants, il y a des personnes âgées, c'est un peu tout le monde qui se ramasse là. Et on ne veut pas mettre en contact nos gens potentiellement infectieux avec nos plus vulnérables. Oui. Bon, les symptômes, on vient de les voir à l'écran, mais il y a encore des gens qui ont des questions là-dessus. Si on n'arrive pas de voyage, mais on se sent fiévreux, tout sèche, ça peut être le COVID-19 en ce moment? Oui, ça peut aussi être autre chose. Et ça peut être autre chose. Alors, présentement, au moment où on se parle, les chances sont que ça risque d'être encore autre chose. Parce qu'il n'y a pas tant de cas que ça au Québec. C'est rassurant d'entendre Oui, ça. c'est relativement rassurant. C'est que si, là, il y a des gens qui m'appellent et qui disent « ben là, j'ai toussé hier ». Bon, là, le problème, c'est qu'on est tellement surstimulé là-dessus qu'une petite toux, là, tout le monde te regarde. Là, donc, si on a le COVID-19, c'est comme la grippe. Là, on ne va pas juste faire un petit « on tousse ». Puis on tousse. C'est une toux sèche, puis ça revient. On se sent mal. Rappelez-vous votre dernière grippe que vous avez faite, votre dernière influenza. Ça va être au moins ça. OK? Et si on ressent ça, présentement, les chances sont que c'est autre chose, mais on ne peut pas prendre de chance. Qu'est-ce qu'on fait? On va rester à la maison comme s'il n'y avait pas de COVID puis qu'on aurait juste une grosse grippe. OK? Mais là, on fait un peu plus attention. C'est juste ça. Quand on va avancer puis qu'il va y avoir plus de nombre de cas, comme par exemple, si j'étais en Italie puis que je commence à tousser, là, il y a plus de chances que ça soit le COVID plutôt que n'importe quoi d'autre. OK? On a inversé la proportion. Nous, je ne suis pas sûr qu'on est encore rendu là au point de dire... Là, nous, dans les hôpitaux, on pense COVID tout le temps dans le but de freiner le plus possible. C'est qu'on préfère pointer des gens en disant « Vous, on va vous mettre en isolement ». Puis présentement, c'est ça qu'il y a à Maisonneuve-Rosemont. On a des gens qui sont en isolement en attendant le résultat du test et les chances sont que ça va être négatif. Ça va être une pneumonie virale non COVID-19. Et ça, c'est un soulagement, là, les patients, quand ils appellent ça. Oui, définitivement. Je comprends. Mais comme vous dites, c'est important de le dire, il y a aussi la grippe, l'influenza traditionnelle, standard qui circule. C'est ça, elle circule encore, puis elle n'est pas au courant là, que le COVID-19 est là. Pour elle, c'est pas de la concurrence. Les autres, ils font leurs petites affaires, puis c'est des business séparés. J'ai encore les femmes enceintes. Une femme qui me dit « J'accouche bientôt. Est-ce que mon conjoint va avoir le droit de m'accompagner vu que les visiteurs ne sont pas permis? » Alors, au moment où on se parle, là, le dernier texte que j'ai reçu, parce que nous, comme médecins, là, la gestion de l'information est effrayante. Là, je pense que j'ai dû recevoir à peu près 150 emails avec toutes sortes de trucs hier. Présentement, à Maisonneuve-Rosemont, puis là, je vais faire lancer une roche si c'est pas vrai, mais les naissances, les décès, les fins de vie sont encore
des raisons acceptables de venir à l'hôpital. Ils devraient laisser les gens passer. Maintenant, ça, là, ça se peut que dans 5 minutes, ça soit plus vrai parce que ça fait partie des choses dynamiques. Là, il y a des choses qu'on a faites la semaine passée, il y a des choses qu'on a faites il y a 2-3 jours, il y a des choses qu'on fait aujourd'hui. Ces choses-là vont évoluer. Ça se peut que ça soit plus restreignant. Ça se peut aussi que si ça fonctionne bien, on va relâcher un peu sur certaines restrictions. Pour le moment, je pense que pour la naissance, le conjoint va être correct. Mais comme vous dites, c'est ça une crise sanitaire aussi. On gère ça non seulement au jour le jour, Oui. mais d'heure en heure. Et c'est ça que les gens, nous, aux soins intensifs, ça, c'est des choses qu'on est habitués de faire dans le sens où ce qui se passe aux soins intensifs en une journée, ça se passe habituellement en une semaine dans une unité autre dans l'hôpital. C'est qu'on est habitué de dire à des patients, aujourd'hui, c'est ça, demain, ça va être différent. Puis même dans la même journée, de voir des choses changer 2 fois de direction. Là, c'est juste que c'est au niveau de la province au complet. Mais comme je l'ai dit, bienvenue dans mon monde. Bien, merci beaucoup, Dr François Marquis, de nous faire bénéficier de votre expertise. Je rappelle aux gens qui peuvent continuer à m'écrire et vous allez être avec nous dans notre bulletin de 8 h et de 9 h. Merci.